Bonjour à tous d'abord. Merci d'être là donc, pour partager ce moment qu'on va essayer de faire à la fois bref, j'ai bien retenu la consigne, et intense. Alors pour partager une expérience que moi j'ai découvert il y a un peu plus d'un an à l'occasion de la réalisation de cette série de podcasts sur être journaliste d'investigation aujourd'hui en Afrique. Et le savoir-faire donc de la Maison des Reporters, qui est un nouveau média, un pure player, comme on dit, sénégalais, qui a beaucoup de choses à nous dire, à la fois sur le potentiel des outils aujourd'hui pour faire du crowdsourcing et du crowdfunding, mais aussi pour mettre tout ça au service de l'enquête. Ça me paraît assez important parce que on pourrait se dire que finalement l'enquête est réservée à des médias qui sont très riches, très structurés, etc. Et vous allez voir avec l'histoire de Moussa et de la Maison des Reporters que en fait c'est pas du tout le cas. On peut très bien partir de rien pour arriver à quelque chose en la matière. Voilà. Alors Moussa Ngom est déjà un vieux briscard de la profession, même s'il n'a que 29 ans. On peut dire que tu as un parcours assez classique, Moussa. Tu as fait donc le CESTI, qui est l'école de journalisme de Dakar, qui est rattachée à l'université Cheikh Anta Diop. Tu as fait des stages ensuite dans l'audiovisuel à Dakar. C'est des expériences, on en avait parlé, qui t'ont à l'époque un peu déçu en fait sur, on va dire, le système médiatique local. Et puis surtout, ça t'a donné envie de faire autrement. Comment? Eh ben, en créant ton propre média. Donc un média qui est en ligne, qui est autofinancé par des lecteurs, qui se fait avec d'autres pigistes, un peu, on va le voir, dans une sorte de collectif. Et c'est un média indépendant puisqu'il est aux mains des journalistes. Ça s'appelle donc la Maison des Reporters. Et ma première question elle est très simple. C'est quoi, Moussa, la Maison des Reporters? Alors, la Maison des Reporters, c'est un média qui promeut la collaboration entre journalistes, un média qui a en son sein un réseau de 112 journalistes dans toutes les régions du Sénégal. Un média qui veut offrir, et qui part aussi de cette déception que tu as évoquée par rapport au système médiatique, qui veut offrir une alternative à un paysage médiatique qui est marqué par une tyrannie du commentaire. Donc on essaie d'apporter beaucoup plus de faits dans l'espace public, beaucoup plus d'informations qui permettent d'alimenter le débat qu'il va y avoir dans l'espace public. C'est aussi un média qui veut donner un cadre idéal à des personnes qui auront la même déception que moi, surtout des jeunes, parce que pour ce qui constitue notre réseau, on est à 80-90% des jeunes qui ont moins de 30 ans. Jeunes journalistes auxquels on offre un cadre avec le temps, la liberté et les moyens de faire de l'investigation. Parce que c'est ce que nous faisons, c'est du factuel, c'est de l'investigation, c'est du grand reportage, et on essaie d'impacter l'opinion publique grâce à des informations de qualité. C'est donc ça la Maison des Reporters. Alors concrètement, comment ça marche? Les gens viennent te voir, des confrères, des consoeurs, te proposent un sujet? Alors, j'effectue le travail de coordination de ce que nous faisons en tant qu'équipe. J'aime d'ailleurs dire souvent qu'il arrive que les journalistes réalisent toute une enquête sans qu'on ne se voit presque jamais ou qu'on ne se voit qu'une seule fois. Donc l'idée, c'est qu'il y a une option de proposition de sujet de la part de ces journalistes qui sont membres de notre réseau. C'est un volet du travail de la Maison des Reporters. L'autre volet, c'est qu'il y a la possibilité qu'on travaille sur des enquêtes collectives, c'est-à-dire qu'on va se dire qu'on va travailler sur la santé au Sénégal et on fait un appel à proposition de sujets à partir des journalistes qui sont dans notre base de données. C'est-à-dire que chacun dans sa localité va proposer un sujet d'intérêt public avec des angles différents. On en discute en ligne parce que c'est une rédaction virtuelle et on passe à l'action comme c'est le cas avec le magazine que nous réalisons chaque année qu'on appelle le MAC des reporters, le magazine des reporters. Donc c'est comme cela que ça fonctionne. Le journaliste nous propose son sujet avec une équipe de mentors, une équipe d'encadreurs qu'on a. On travaille sur les angles, on travaille à affiner l'enquête sur laquelle il va plancher. Et on assure le travail de publication, le travail de vérification, le travail d'encadrement également qui est intéressant parce qu'en matière d'investigation, souvent il y a un souci de formation qu'on doit rattraper, parce qu'il y a des gens qui passent peut-être par des écoles, qui ne sont pas passés par des écoles, mais qui n'ont pas toutes les aptitudes nécessaires pour réaliser de l'investigation. Parfois, c'est leur première expérience et on les accompagne bénévolement grâce également à une équipe de mentors, d'aînés journalistes qui appuient le projet. Alors moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'ai découvert la Maison des Reporters, c'est que vous faites des choix de sujets
qui sont alors extrêmement originaux pour le coup. En tout cas, je trouve dans le contexte du Sénégal, parce que vous avez une approche en fait où vous allez vous interroger et enquêter sur des sujets qui concernent les gens très directement. Moi, il y a une enquête que j'ai trouvée remarquable de votre part, c'est celle sur les permis de conduire. Si tu vas peut-être pouvoir nous en dire deux mots, mais voilà, qui concernait donc un petit système de corruption autour de l'attribution des permis de conduire, et qui tout de suite parle aux gens, et par laquelle à l'époque tu m'avais dit on a eu énormément de témoignages, et tous ces témoignages qui sont remontés vers les journalistes nous ont aidés en fait à faire une enquête extrêmement sérieuse et solide. Effectivement, parce que souvent les sujets sur lesquels on travaille, c'est souvent des sujets assez intemporels quand même, parce que jusqu'à présent, on nous interpelle. Il arrive qu'un candidat soit passé faire pour le permis de conduire et qu'il soit confronté à cette corruption. Il revient encore dans notre article pour nous dire « Ah, ce que vous nous aviez dit, on l'a vu, on l'a expérimenté encore une fois ». Et ce qui est intéressant avec cette enquête, c'est que ça part d'une discussion de simples internautes sur la question, un candidat au permis de conduire qui dit que j'entends des rumeurs comme quoi il y a de la corruption sur le sujet. Et nous, on se dit qu'on va s'intéresser à cela. Et une des spécificités de notre enquête, c'est que souvent, on expérimente les choses. Ce qui est arrivé avec cette histoire de corruption, on l'a documenté de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a expérimenté tout le processus de corruption qui consiste, pour expliquer un tout petit peu, à obliger les candidats au permis de conduire à donner de l'argent pour pouvoir en bénéficier. C'est-à-dire qu'on les force à échouer à l'examen, on les force aussi à donner de l'argent, sinon ils risquent de passer un délai interminable pour pouvoir obtenir leur permis de conduire. Donc c'est des expérimentations que nous faisons, et sur cette série d'enquêtes, même c'est une série d'enquêtes sur la corruption, à chaque fois, c'est quelque chose que nous expérimentons de l'intérieur, que ce soit la corruption au niveau des frontières, la corruption sur les routes, et il y a également une autre enquête que nous avons réalisée sur le sujet de la corruption, au niveau de la délivrance des passeports. Donc ce sont des sujets qu'on réalise à partir du terrain. Donc souvent, on pense à l'investigation comme des documents qu'on reçoit et qu'on exploite, etc., etc. Souvent, nous, on part des difficultés que vivent au quotidien les Sénégalais. On les expérimente, on les documente et on montre comment c'est organisé de manière structurelle, comme sur le sujet de la corruption. Alors, ça ne vous empêche pas d'attaquer aussi des sujets politiques. Une des dernières grosses enquêtes que vous avez faites, qui s'appelle Les Nervis du pouvoir, s'intéresse à la politique, au fonctionnement du système politique sénégalais. En faisant, là vous avez fait une enquête qui est une enquête vidéo, que vous avez fait en partenariat avec Le Monde Afrique. Est-ce que tu peux nous décrire l'intérêt et pourquoi vous êtes allé sur ce sujet et comment vous avez pu le réaliser? Alors aussi cette enquête, ça montre un peu comment fonctionne la Maison des reporters. Parce que c'est un média qui fait du journalisme au temps long. Cette enquête-là, elle a duré 2 ans. Elle a démarré en 2021. On a parfois désespéré de ne pas avoir assez d'éléments, mais finalement, on l'a sorti et on a vu l'impact que cela a eu. Donc, les nervis, ce sont des personnes qui sont en civil. On les a vus durant les 2 épisodes de manifestation au Sénégal, d'abord en 2021, puis en 2023. En 2021, ils étaient armés de battes de baseball, de gourdins. Ils étaient aux côtés des forces de l'ordre. Ils mattaient des policiers et ils affrontaient un tout petit peu les manifestants. Ils mattaient les manifestants. Donc, on a vu en 2023 que leur armement est encore beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus dangereux, parce qu'on les a vus avec des armes à feu. Oui, des fusils d'assaut, etc. Voilà, donc c'était un sujet qui occupait le débat, occupait le devant de la scène dans l'espace public. Beaucoup en parlaient. Et j'ai beaucoup aimé une réaction d'un internaute qui disait que sur la question des nervis, il n'y avait que les journalistes qui puissent nous dire, qui puissent nous édifier sur cela. Et c'est ce qu'on a voulu faire au niveau de la Maison des reporters, parce qu'on a enquêté sur cette organisation, on a pu établir que ce sont des personnes armées dangereuses qui travaillent aux côtés des forces de l'ordre et qui sont recrutées par des responsables du pouvoir. C'est-à-dire, c'est ça l'enjeu global, arriver à identifier la chaîne de responsabilité au niveau de cela. Et heureusement, on a vu que le gouvernement a promis de réaliser une enquête pour faire toute la lumière là-dessus. On espère que ça aura un bon aboutissement. Alors, vraiment, je vous incite, si vous ne l'avez pas vu, mais allez voir cette enquête en vidéo sur le site de la Maison des reporters, c'est très édifiant. Un mot, Moussa, sur le modèle économique. Comment vous vous financez? Est-ce que économiquement, vous arrivez à vous en sortir? Oui, le modèle économique, c'est comme je le disais, souvent on sait que pour l'investigation, un des grands obstacles qu'on a, c'est l'indépendance, et parfois l'indépendance, ça passe essentiellement par le modèle économique. Beaucoup sont confrontés à cela, se lancent dans l'investigation, mais malheureusement sont bloqués parce qu'il y a des entraves, des conflits d'intérêts qui sont liés au modèle de financement.
Nous, on a essayé de contourner cela parce que si on fait recours au public, la philosophie qu'on se dit, qu'on a, notre conception, c'est que le public, il est hétérogène. On a des milliers de donateurs potentiels. Ces milliers de donateurs potentiels-là ont des intérêts divergents. C'est-à-dire que nous, en tant que journalistes, on a une relation directe avec ce public-là. Et ce public-là, son intérêt, c'est l'intérêt public, comme on pourra le concevoir. Et donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y aura pas un intérêt en particulier qui voudra prendre le dessus. C'est la rédaction des journalistes qui va évaluer ces sujets, évaluer l'intérêt des sujets en question et délivrer une information de qualité à ce public-là. Et c'est aussi un contrat de performance parce que c'est en fonction de la qualité du travail que nous faisons que nous engageons des donations. Aussi, dans la philosophie du modèle économique, ce n'est pas payant pour avoir accès à notre contenu parce qu'on veut impacter l'opinion publique avec une information de qualité et on ne veut pas que cette information de qualité-là soit inaccessible à une certaine couche de la population qui est majoritaire. Donc on ne veut pas que l'accès à notre contenu soit élitiste. Donc c'est pour cela qu'on considère chaque donation comme une grande victoire. Chaque donation pour nous est une grande victoire parce que ça part d'un public qui n'a pas l'habitude de contribuer pour du financement de l'information. Du public qui a d'autres priorités de dépenses. Le Sénégal n'est pas un pays riche, n'a pas une population absolument riche. Et il y a une information qui est quasiment gratuite. Chaque jour qu'on se lève au Sénégal, on a l'information gratuite. Donc si on tient à faire une donation pour la production de l'information par la Maison des reporters, c'est qu'on arrive à voir qu'il y a une plus-value à ce niveau-là. Et donc c'est ça l'essence de notre modèle économique. Ensuite, la question de l'équilibre du modèle économique, c'est une bataille permanente. C'est absolument une bataille permanente. Et j'ai pour l'habitude de dire que la Maison des reporters fonctionne au minimum de ses ambitions et au maximum de ses capacités. C'est-à-dire le nombre d'enquêtes qu'on reçoit, le nombre d'enquêtes qu'on voudrait financer, on n'arrive pas à les financer, mais on arrive à faire de notre mieux avec le peu qu'on a. Et heureusement, ça marche parce qu'on arrive à avoir des donateurs. On n'a pas l'équilibre idéal qu'on espère pour le moment, mais quand même, on arrive à engager ces victoires-là dont je parle, ces donations qui arrivent de manière bénévole, de manière volontaire. Et on arrive aussi à nous adapter par rapport au contexte, à aussi faire usage des outils technologiques et du contexte socio-économique de notre pays. Alors, je sors 30 secondes de mon rôle de modérateur, mais donc, pour être très clair, si vous allez sur le site de la Maison des reporters, vous avez un bouton don, donc vous pouvez donner, puisque la Maison des reporters ne vit que de dons, hein, ne vend pas, comme l'a expliqué Moussa, son information pour la rendre accessible au grand public. Et c'est important que vous fassiez, vous aussi, les professionnels, le relais de tout ça, parce que, évidemment, comme tous les médias naissants, une des principales difficultés de la Maison des reporters, c'est de se faire connaître. De ce point de vue-là, le partenariat que vous avez fait avec Le Monde Afrique vous a apporté un peu plus de notoriété, mais il est important, évidemment, que vous ayez le plus de publicité possible en la matière. La musique nous indique voilà, qu'on peut peut-être ouvrir l'espace de discussion à la salle pour laisser ensuite aussi la place à la seconde étape de cette matinée avec le Focus qui prendra le relais. Est-ce qu'il y a quelques questions sur le travail de Moussa et de la Maison des reporters? Je vais prêter mon micro, ce sera plus simple. Pardon, je vais juste animer la table d'après, mais ce n'est pas pour ça que je vous précipite. J'ai juste une question. Quand vous faites des collaborations, des travaux en commun, par exemple avec Le Monde Afrique, avec la revue 21, est-ce que vous êtes aussi rémunéré pour ça? Parce que c'est, en dehors des dons, peut-être une façon pour vous de gagner de l'argent? Oui, tout à fait. Par exemple, pour l'exemple de la dernière enquête sur les nervis, effectivement, on a été rémunéré pour cela, mais également on a acquis une visibilité. Parce que souvent, ce que je dis, c'est que nous, c'est notre travail qui vend ce qu'on fait. C'est-à-dire, on aperçoit que, suivant le nombre de personnes qui ont accès au contenu de la Maison des reporters, souvent, ce sont des gens qu'on accroche et qui arrivent à faire des donations. Donc, il y a la rémunération du Monde Afrique, il y a peut-être un partenariat qui sera en perspective, on l'espère. Mais il y a aussi l'aspect visibilité, parce qu'on regarde, si on regarde à la publication de la dernière enquête, le niveau de donation qu'on a eu, ça approche du tiers du bilan précédent, par exemple. Donc on voit que ça peut être intéressant, ce type de collaboration, parce que nous, on veut d'abord l'encourager au niveau local, c'est-à-dire au niveau national, de pouvoir collaborer avec des médias locaux. Malheureusement, ce n'est pas encore possible, mais on essaie de pousser avec les journalistes locaux, mais également avec les médias internationaux, c'est aussi intéressant pour nous, parce qu'ils ont
belle fenêtre de visibilité aussi. Tu me disais aussi l'autre jour, Moussa, que l'importance de ce genre de coopération avec notamment des médias français, c'est de pouvoir aussi toucher la diaspora sénégalaise qui fait partie de vos meilleurs donateurs. Oui, tout à fait, parce que si on étudie le profil, c'est pourquoi d'ailleurs je disais que par rapport au concept de donation volontaire, on a un niveau peut-être de dépenses qui est peut-être beaucoup plus élevé, un niveau de vie. On a des moyens beaucoup plus avancés ici. Mais en tout cas, ce qu'on a étudié avec les membres de la diaspora, c'est que lorsqu'un donateur simple, le donateur local, ce qu'il contribue, le donateur de la diaspora, il fait quasiment en général en moyenne le quadruple, le quintuple. Donc c'est aussi intéressant de toucher la diaspora qui est aussi très intéressée par ce que nous faisons. Bien sûr. Donc c'est aussi une question de visibilité également. Merci. Il y a une autre question, voilà. Oui, une question. Bonjour, Martha Kissi, journaliste ivoirienne. Félicitations à Moussa pour sa riche expérience. Ma question, c'est de savoir un peu l'impact de vos enquêtes en termes de vulgarisation surtout, parce que quand on mène une enquête, c'est pour soit résoudre un problème, de façon définitive, je veux dire. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple du permis de conduire. Voilà. La corruption qui tourne autour de ce permis-là et qui continue alors que vous avez mené une enquête. Ça veut dire que le problème demeure. Qu'est-ce que vous faites pour que vraiment ça puisse toucher au plus haut niveau pour que le problème soit résolu véritablement à travers vos enquêtes? Merci. Alors justement, par rapport à cela, je pense que d'abord, nous, ce qu'on essaie de faire, notre principal objectif, c'est d'impacter l'opinion publique, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir accès aux preuves que nous avons récoltées, à la documentation de l'histoire que nous avons réalisée. C'est à partir de là que l'opinion publique va pouvoir s'en saisir de ce sujet, mais peut-être essayer d'aiguiller les gouvernants. On n'a pas souvent assez d'espoir par rapport à cela, mais c'est déjà un grand pas. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que par exemple, sur le sujet de la corruption sur les permis, ça a repris de plus belle. Mais dans les premières semaines qui ont suivi la publication de l'enquête, le retour qu'on a eu des moniteurs avec lesquels on avait discuté auparavant, c'est qu'il y a eu des restrictions C'est-à-dire que ça n'a pas été annoncé officiellement, mais les gens ont su qu'ils étaient observés. Ça aussi, je pense, c'est un impact qui est assez intéressant. Malheureusement, il faut aussi que ça ait une ampleur. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que la maison des reporters travaille là-dessus pour que ça ait un impact. Il faut que ça soit une poussée collective, que les médias s'en emparent, que l'opinion publique s'en empare, pour qu'elle force les gouvernants à s'emparer du sujet. Parce que les gouvernants sont souvent au courant, mais ne veulent pas agir. Donc c'est l'opinion publique qui peut les pousser à agir. On a fait notre part par rapport à cela. Il y a un résultat qu'on a un tout petit peu obtenu. Mais bon, on espère que les autres pourront prendre le relais. Sur les passeports aussi, je crois que ça a eu un certain impact, votre enquête. Oui, certainement. Sur les passeports, lorsque la publication a été faite, effectivement, il y a une réorganisation au niveau du bureau des passeports. On a pu nous-mêmes de visu constater que les intermédiaires qui graffitaient autour du bureau des passeports ont été éloignés. Jusqu'à présent, c'est le cas. Donc on pense que là, par exemple, c'est un impact qui a été positif pour cette enquête-là sur la délivrance des passeports. Merci infiniment à vous deux.